Bonsoir à tous. À la une de ce journal, malgré l'annonce des dispositions prises pour le respect des mesures d'hygiène et autres mesures barrières dans les établissements scolaires publics, le gouvernement peine à convaincre des syndicats. Pendant ce temps, dans les zones reculées, c'est la colère des enseignants qui gronde. Presque aucune mesure n'a été prise dans les zones rurales au moment où des enfants s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école d'ici le 1er juin en 2020. Illustration dans le Mbamekine, dans la région de l'Ouest et dans la ville de Douala, là où syndicats et enseignants réagissent sur les dispositions prises par le gouvernement. Et nous évoquerons cette rocambolesque histoire qui se déroule au Togo, là où 5 Camerounais ont été mis aux arrêts, parmi eux des hommes présentés comme des soldats de l'armée camerounaise ayant déserté pour effectuer des opérations de vol à main armée au Togo, pays situé en Afrique de l'Ouest. Comment en est-on arrivé là? Quelle réaction des autorités camerounaises? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore un incendie à la prison centrale de Douala, vous allez le voir en images. Les flammes sont apparues dans les dortoirs, sémant la panique dans le pénitencier. Un risque élevé de propagation des flammes qui a poussé les sapeurs-pompiers à intervenir pour maîtriser le feu durant l'après-midi. Selon un premier bilan, plusieurs prisonniers ont été brûlés au 3e degré. Des soldats du feu font partie également des blessés selon un bilan officiel. Et les autorités se sont mobilisées, vous le voyez en image, des détenus qui s'inquiètent du sort qui pourrait être leur réservé si ces flammes venaient à se répandre dans l'ensemble du pénitencier. Elles ont été maîtrisées, ces flammes, en fin d'après-midi à la suite d'une intervention des soldats du feu. Les autorités camerounaises, notamment administratives, sont descendues sur le lieu. Je vous propose de suivre l'intervention du gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivadibois. De parler de la sécurisation, il faut d'abord dire qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, nous avons tous été alertés d'un incendie qui s'est déclenché dans un dortoir au niveau de la prison centrale de Douala. Et pendant que, n'est-ce pas, le feu gagnait en intensité, nous avons fait appel à toutes nos formations en matière de lutte contre l'incendie. Donc tous les sapeurs-pompiers se sont donc donné rendez-vous ici et les forces de maintien de l'ordre et les autorités qui sont là. Donc il a été question d'amener les prisonniers à se rabattre du côté opposé à l'incendie. Et pendant que, n'est-ce pas, les flammes étaient ainsi agressées par les jets d'eau, une poignée, n'est-ce pas, de prisonniers a jugé de monter sur la barrière, menaçant ainsi d'escalader et peut-être de chercher à s'échapper. Nous avons donc pris des mesures de sécurité en ce sens qu'une ceinture de sécurité s'est faite autour du pénitencier. Pendant ce temps, les mêmes prisonniers excités étaient sensibilisés à ne pas aller, n'est-ce pas, face au danger qui était un second, celui de vouloir, n'est-ce pas, sauter de la barrière, peut-être de se fracturer les jambes. À l'heure où je parle, ils sont tous redescendus la barrière et sont, n'est-ce pas, en train de faire une causerie avec les responsables pénitentiaires. Donc je crois que la situation est sous contrôle et nous allons pouvoir... Je veux déjà dire que 3 blessés brûlés graves ont été ainsi transportés à l'hôpital pendant que 2 blessés étaient en observation au niveau des ambulances des équipes de secours. Donc globalement la situation est ainsi faite.
C'est un bras de fer entre des commerçants et la communauté urbaine de Douala sur l'application des exonérations fiscales octroyées aux acteurs économiques dans le cadre des mesures d'accompagnement pour la lutte contre la propagation du Covid-19 au Cameroun. Selon un communiqué des autorités de la ville de Douala, certains commerçants sont exclus de ces exonérations fiscales, ce que contestent les dits et commerçants qui se plaignent d'être victimes de paiements, d'être contraints de payer d'autres droits de place et autres impôts libératoires. Pourtant, il n'en est rien selon les nouvelles dispositions fiscales visant à soutenir les opérateurs économiques dans le cadre des effets de la crise sanitaire. Des précisions dans ce reportage que signe Jean-Paul Fougnat. Au marché central de Douala, la grande mairie de la ville continue de collecter l'impôt libératoire et les droits de place auprès des commerçants. Pourtant, le 30 avril dernier, le Premier ministre Joseph Diongouté annonçait des exonérations pour ses contribuables au titre du deuxième trimestre. Déjà, nous sommes entrés même dans un mois, mais même les 2 mois, vous ne nous laissez même pas. Vous venez casser en plus nos tables. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais eu ce qui se passe maintenant, on n'a jamais eu. Ils nous obligent de payer. Presque tous ces commerçants ont été menacés et forcés de s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de mai. Ils ont dit que si on ne paye pas, ils vont détruire toutes nos choses. Donc ils m'ont forcé, j'ai payé cette quittance. Ils passent seulement, ils disent que payer les places. Quand on dit que non, le ministre a dit de ne pas payer, ils ne disent rien, ils passent. Et puis le matin, vous venez seulement trouver que c'est scellé. Nous, on a fait le dû pour le mois de mai ici, là. Sachant que nous, on nous avait déjà prévenu qu'on ne devrait pas payer. Mais quand tu ne payes pas le matin, tu viens trouver qu'on a doublé, ils ont doublé le cadenas sur nos portes. Dans ce cafouillage, le maire de la ville, dans un communiqué du 11 mai dernier, spécifie les bénéficiaires de l'exonération fiscale décidée par le gouvernement. Roger Victor Mbassadine précise noir sur blanc que seuls les petits revendeurs de vivres frais journaliers, sans comptoir, sont exempts de droits de place. Conséquence, tout étal exposant la moindre tomate, une gousse d'ail, doit payer. Et les contribuables sommés de payer veulent savoir à qui profite au finish l'exonération de l'impôt libératoire et les droits de place décidés par Paul Biya. Le percepteur nous a expliqué que la note c'était pour les Bayam Selam. On leur a demandé si nous ne sommes pas les Bayam Selam. Il nous dit que c'est pour les quittances de 500 francs. On leur a demandé qu'est-ce qu'on connaît les quittances de 500 francs. Alors que les Bayam Selam, c'est vraiment nous au marché. Si le chef d'État a dit pour une certaine mesure de personnes, nous on aimerait aussi qu'il nous explique pour ces gens de personnes qui sont habilitées à vouloir payer ces droits de place. Sur cette question sans réponse précise, nous requérons l'avis d'un fiscaliste. D'entrée de jeu, l'exonération bénéficie à tous les commerçants soumis à l'impôt libératoire et autres taxes communales. Ils n'ont pas respecté l'esprit de la loi. Ça, je peux le dire. Parce que s'il fallait respecter l'esprit de la loi, tous les commerçants seraient concernés. On n'a pas spécifié dans les instructions du Premier ministre ceux qui doivent être exonérés ou pas. Mais on a spécifiquement parlé de l'impôt libératoire et de ceux qui vendent et qui achètent. Et nous convenons qu'il s'agit des commerçants. Pour cet expert en fiscalité, sans une circulaire du gouvernement, l'interprétation de la mesure présidentielle pourrait donc aller dans tous les sens. Il aurait fallu que le gouvernement élabore une autre circulaire pour pouvoir spécifier exactement qui sont concernés par cette mesure-là. Parce que, comme vous pouvez le savoir, d'après le Code général des impôts, l'impôt libératoire se paye en 4 catégories. Et tous ces commerçants, privés de l'exonération fiscale du deuxième trimestre avril, mai et juin, crient à l'injustice et appellent à un arbitrage de Paul Biya pour mettre fin, une bonne fois pour toutes, aux arnaques et harcèlements des agents véreux de la communauté urbaine au marché central de Douala. À quelques jours de la reprise des cours dans le département du Bas-Mékim, aucune mesure n'est prise pour préserver la santé des élèves et enseignants. C'est le constat que font nos reporters. Chefs d'établissement crient à l'abandon. Ils invitent les pouvoirs publics à les doter du matériel de lutte contre la propagation du coronavirus. Évocation avec Charles Melingui et Ike Cyril. Lundi 16 mars 2020, c'était le dernier jour de classe à l'école publique de Ntui avant la fermeture des établissements intervenue le lendemain 17 mars. Depuis lors, de hautes herbes ont envahi l'établissement tandis que les tables bancs sont recouverts de poussière. La reprise des cours est annoncée pour le 1er juin prochain, mais les enseignants redoutent
d'être contaminés par des élèves qui reviennent de 2 mois de villégiature. Nous allons être en contact permanent avec ces enfants qui ont passé le confinement partout dans le pays et les risques de contamination sont vraiment très élevés. Compte tenu de ce que nous ne disposons pas du matériel adéquat, à savoir et les bottes, et les gants, et les cache-nez, et même les solutions hydroalcooliques. Au moment de la reprise, le groupe scolaire de Ntui n'est plus que l'ombre de lui-même. Les enseignants revendiquent déjà une prime pour les risques encourus. Prenez le cas d'un enseignant dans la salle de classe qui soit en contact avec un cas d'élève infecté. Ce sera le pire. Donc nous attendons de la hiérarchie une prime de risque qui nous mettra vraiment qui nous donnera encore un peu plus de tonus. Au lycée classique de Ntui, la situation n'est guère reluisante. L'établissement n'a même pas d'eau pour le lavage des mains. Toutes les tentatives d'approvisionnement du lycée en eau ont toujours été vaines. Mais néanmoins, nous avons un puits. Nous allons rendre cette eau potable avant de la mettre dans les différents seaux robinets et les positionner dans toutes les classes. En fait, le problème d'eau se pose véritablement au lycée de Ntui. À quelques heures de la reprise annoncée des cours, le lycée technique également broie du noir. Aucune disposition n'est prise pour assurer la santé des élèves et des enseignants. La rentrée, c'est lundi. Et nos élèves sont éparpillés dans le Cameroun. Il y en a qui nous viennent de Douala, qui nous viennent de Yaoundé. Dans quel état ils arrivent ici, là? Ils vont arriver ici. Dans quel état? Bon, il nous faut suffisamment de moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir détecter, si possible, des cas de maladie et les mettre à côté. En ce moment, nous avons pu acquérir un seul thermoflash. Nous avons pu acquérir un seul thermoflash qui nous coûte 75 000 francs. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un lycée technique. Les apprenants sont appelés à manipuler des rabots, des scies, le marteau et autres matériels d'apprentissage sans protection aucune. La hiérarchie nous a demandé d'utiliser les gants dans les salles spécialisées. Alors, est-ce qu'on nous a mis les moyens pour pouvoir utiliser ces gants? Bon, j'espère que les parents, les élèves, les enseignants, n'est-ce pas, de ces disciplines vont prendre toutes les dispositions. Parce que nous n'avons plus suffisamment de moyens. Nous sommes en fin d'exercice budgétaire dans nos établissements. Ces doléances du personnel enseignant des établissements primaires et secondaires de Ntui sont portées devant les autorités administratives du département du Mbamekime par le délégué des enseignements secondaires. Je voudrais que cet état sanitaire soit préservé. Quand nous reprendrons l'école, probablement lundi 1er juin. C'est une prière. Au cours de la séance de travail qui a suivi, le préfet du Mbamekime a tout simplement exhorté les uns et les autres à faire preuve de vigilance dès la reprise des cours le 1er juin prochain. Dans le département du Mungo, c'est sensiblement la même inquiétude. Des surveillants généraux des lycées ont dénoncé l'attitude du gouvernement qui maintient la rentrée du 3e trimestre pour le 1er juin sans avoir donné des moyens suffisants à ces chefs d'établissement et autres surveillants généraux pour protéger les enfants du coronavirus et protéger le personnel enseignant. Ces surveillants généraux militent pour les examens officiels en tenant compte du programme scolaire déjà couvert pour les premiers et deuxièmes trimestres. Ils se sont exprimés ainsi lors d'un briefing sur les mesures à prendre lors de la rentrée du 3e trimestre concernant la pandémie du coronavirus. D'autres détails avec Jacques Molon et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Masque au visage, assis séparés d'une bonne distance, les suivants généraux qui exercent dans les établissements scolaires du département du Mungo prennent des notes, un personnel du corps soignant, les outils sur les mesures à prendre dès le 1er juin à la reprise des cours pour protéger leurs élèves ainsi que même du coronavirus. S'ils adhèrent à l'initiative, ces suivants généraux affirment que quoi qu'il arrive, ils seront exposés, le gouvernement n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour leur protection. Les suivants généraux sont superbement exposés, puisque la charge du contrôle revient exclusivement à eux et ils sont exposés à la mort. Un grand travail supplémentaire parce que tous les jours tu dois être en train d'inventorier toutes les températures que tu as prélevées tout le long de la journée. Tous les enfants qui sont passés, tu dois être au portail. Et ce travail qui leur est réservé devrait être celui des médecins. C'est un boulet dans nos chaussures.
parce que la majorité des établissements publics n'ont pas d'infirmerie, et malheureusement. Et vous voyez que nous, les surveillants généraux, nous venons en sapeur-pompier parce qu'en fait, il ne revenait pas à nous de faire ce travail parce que nous ne sommes pas préparés pour le faire. Nous sommes des enseignants, ceux qui sont chargés de transmettre le savoir et non de soigner. Mais maintenant, on se transforme en sapeur-pompier. Ces surveillants généraux partagent la proposition des syndicats des enseignants qui demandent de passer directement aux examens officiels. Organiser les examens à partir du niveau où les enseignants ont établi les programmes, c'est-à-dire du premier trimestre jusqu'à partir du 17 mars où on a arrêté. Je pense que si on avait conçu les sujets d'examen en tenant compte de cet intervalle-là, on pouvait organiser simplement les examens sans plus, n'est-ce pas, faire venir encore les enfants pour une éventuelle rentrée scolaire. Puisque en ce moment où la maladie a atteint le pic, c'est les enseignants qui sont en ce moment les plus exposés. Maintenant, on risque de sacrifier même ceux qui devraient être exemptés de la mort. Tous les établissements ne disposent pas de moyens pour acheter les thermoflash. Parce que quand tout de suite les infirmiers nous disent que quand thermoflash c'est 65 000, il y a des établissements qui n'arrivent même pas à payer les salaires des enseignants. Je me demande comment est-ce qu'ils doivent aller acheter peut-être 5 thermoflash. Et c'est ici que l'État doit vraiment intervenir et faire vraiment son devoir. À les écouter donc, c'est plein d'inquiétudes que ces surveillants généraux pensent à la reprise des cours le 1er juin prochain. Dans la région de l'Ouest, des syndicalistes et enseignants sont en colère contre la décision du gouvernement de maintenir la rentrée du 3e trimestre sans pour autant déployer les moyens nécessaires pour faire face à la pandémie du coronavirus. Alors que le gouvernement annonce un système de rotation des effectifs, les enseignants se demandent d'où viendront leurs collègues pour faire face aux besoins importants d'encadrer les enfants qui devraient être 25 ou 24 par salle de classe. Il s'exprime dans ce reportage que signe Leclerc Sakem. Je vous parlais de ce reportage réalisé dans la région de l'Ouest, là où des syndicalistes et enseignants s'expriment sur la reprise des cours prévue le 1er juin 2020. Ils invoquent le manque de personnel enseignant pour encadrer ces enfants. Ils insistent également sur l'insuffisance des mesures prises pour prévenir les risques élevés de contamination au Covid-19. Réaction dans ce reportage de Leclerc Sakem. À quelques jours du retour dans les campus scolaires, pour les élèves et apprenants, c'est les sons discordants qui retentissent entre les autorités gouvernementales, notamment celles en charge de l'éducation et les acteurs des secteurs éducatifs. Dans un contexte sanitaire particulier fortement dominé par la pandémie à coronavirus, les syndicalistes se plaignent de la prise de décisions de façon unilatérale qui ne contraste toujours pas avec le vœu des seigneurs de la craie et donc pas à leur avantage. L'acteur principal de ces rentrées, que l'État n'a pas cru bon d'associer toutes les parties à la décision et à la préparation de ces rentrées. Nous, leaders syndicaux, on apprend, comme tout le monde, tout à travers les médias, surtout les réseaux sociaux. On ne nous a pas associés à la préparation de ces rentrées. Or, vu le contexte de crise, il aurait été judicieux de nous associer à la préparation de cette rentrée extrêmement délicate, parce que c'est de la vie des êtres humains qu'il est question. S'ils disent avoir conscience du souci pour l'autorité gouvernementale de sauver l'école d'une année blanche, ces enseignants et syndicalistes restent soucieux des mesures qui tardent à tomber dans la plupart des établissements scolaires, notamment celles de l'arrière-pays, afin de garantir une sécurité minimale à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'éducation. Il y a des solutions que nous on aurait dû proposer. Par rapport à ces clés d'examen-là, il fallait par exemple qu'on donne des gants aux élèves et aux enseignants. Parce que les craies qu'on va utiliser là, comment va-t-on gérer ça? Alors que peut-être avant les gants, après on pouvait, après les gants là, on désinfecte. C'est une année, moi je l'ai dit ailleurs, au tiers blanche. Comment doit-on gérer ça après? On devait réfléchir, essayer de voir ensemble comment gérer ces manques de cours là après. Je crois que c'est un travail participatif que l'État n'a pas cru bon d'associer les autres partenaires sociaux. Et nous croyons que vraiment ce n'est pas très bon. Disons, les enseignants vont reprendre ces cours-là. S'ils reprennent, la peur au ventre
Quand on regarde, c'est un peu une annonceur de sauve qui peut. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. 24 bacs LES, mais d'où viendront les enseignants pour répondre aux enjeux de l'heure quand on sait que la plupart des établissements souffrent d'un déficit criard du personnel enseignant, en plus d'autres manquements observés dans nos établissements scolaires, s'interroge-t-il. Le nombre d'enseignants à mobiliser pour gérer cette période est suffisant? On dira non. Parce que le nombre de salles de classe à utiliser pour satisfaire les élèves et même tout le reste de la communauté éducative qui attend que l'administration et les enseignants puissent faire l'impossible, ce nombre est très insuffisant. Donc, où vont donc venir ces enseignants qui viendront en appui dans ce contexte particulier pour que les salles de classe qui se sont multipliées par 2 pour gérer les nouveaux effectifs de 24 élèves par classe. Il faut également dire que le contexte est un contexte de démotivation générale de la part des enseignants. Une autre catégorie, les enseignants vacataires. C'est la galère en cette période d'interruption des cours. Chez eux, la reprise de l'enseignement a lieu sous fond de fortes tensions et le moral bas. Les salaires des mois précédents restent désespérément attendus. Depuis pratiquement 2 mois que les vacataires, pour mon cas, si le diable parle à queue, et je dis bien pour certains autres, ça fait pratiquement 3 mois. Et nous ne sommes pas prêts. Je ne pense pas que nous devons être prêts à reprendre les cours lundi, le 1er juin, si rien n'a été fait. Parce qu'on ne doit pas aller à pied sur plusieurs kilomètres pour aller entretenir les enfants avec tous les risques que cela comporte. Donc qu'ils prennent la mesure et qu'ils nous gèrent déjà les mois que nous avons accumulés et qu'on renégocie maintenant le contrat par rapport à l'échéance qui arrive le 1er juin. Mais s'il y a une chose qui reste sûre, à s'en tenir aux multiples communications gouvernementales, la quête du savoir devra reprendre droit de cité dès le 1er juin pour les classes d'examen sur l'ensemble du territoire national du Cameroun. Au moment où les cours doivent reprendre au Cameroun, le nombre de patients testés positifs au Covid-19 s'élève à 5 356 cas au Cameroun, 177 décès enregistrés et 3 326 personnes guéries. Ces chiffres sont du ministre de la Santé publique. Mandaouda Malaché les a présentés au chef du gouvernement lors d'un conseil de cabinet tenu ce jour à l'immeuble Étoile. Il précise que cette multiplication des cas positifs est due au relâchement observé dans l'application des gestes barrières, la dissimulation des personnes infectées et l'admission clandestine des malades dans les formations sanitaires non habilitées à traiter des personnes atteintes du coronavirus. Malgré cette progression de la maladie, le ministre de la Santé publique affirme que la situation est sous contrôle. En réaction, le Premier ministre Joseph John Gouté a instruit le ministre de la Santé publique à publier la liste des hôpitaux publics et privés agréés Covid-19. Il a exhorté le ministre de la Santé publique à accélérer les travaux d'aménagement des centres agréés Covid-19. Lors de ce conseil de cabinet, les ministres en charge de l'éducation affirment que les dispositions ont été prises pour assurer le respect des règles d'hygiène et la distanciation sociale au sein des établissements scolaires et universitaires. Un système de rotation des effectifs sera implémenté lors de la rentrée du 1er juin 2020, rassurent les ministres de l'Éducation, et le Cameroun qui est à la recherche de près de 290 milliards de francs CFA dans le cadre du soutien des partenaires multilatéraux pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Et selon ce conseil de cabinet, 2 contingents de Camerounais ont déjà été rapatriés, soit 1525 personnes. Un 3e contingent de plus de 1000 personnes est annoncé et ces Camerounais qui sont à l'étranger sont en train d'être identifiés, selon le ministre des Relations extérieures, qui s'est exprimé ainsi lors du conseil de cabinet présidé par le chef du gouvernement, le Premier ministre Joseph John Gouté. Alors qu'au Cameroun, c'est le Premier ministre qui fait le point sur la situation sanitaire. En République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a présidé ce jeudi une réunion de Conseil national de sécurité qui s'est penché sur la crise sanitaire. Le Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire a passé en revue la situation économique, sanitaire et sociale de la Côte d'Ivoire et l'impact de la maladie à coronavirus. Et ce conseil a décidé de proroger certaines mesures qui avaient déjà été prises. Il s'agit notamment le maintien de l'état d'urgence, le maintien de l'isolement de Grand Abidjan, également le maintien de la fermeture des bars et autres lieux de réjouissance
et le maintien de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, ceci jusqu'au 14 juin 2020, décision du Conseil de sécurité en Côte d'Ivoire, présidée par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Et parlons toujours de la Côte d'Ivoire pour préciser ces nouvelles concernant l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la décision de la Cour pénale internationale qui a décidé de réduire, d'alléger les dispositions, les conditions de mise en liberté provisoire. Les deux hommes ne seront plus empêchés de se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident. Ils n'auront plus à remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport. Ils ne devront plus se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'État d'accueil ou auprès du greffe. Ils ne devront enfin plus se conformer à toute autre condition imposée par l'État dans lequel ils sont libérés. Les autres conditions restent en vigueur. C'est du moins ce que révèle la CPI dans un communiqué rendu public ce jour. Elle décide d'alléger les conditions de mise en liberté imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Toujours dans l'actualité internationale, les Camerounais sont-ils en train de se disputer la palme d'or du banditisme transfrontalier? La police judiciaire togolaise a mis aux arrêts 5 ressortissants camerounais accusés de braquage sur un homme d'affaires togolais à Lomé. Les circonstances de leur arrestation ont été présentées à la télévision publique togolaise. Selon la police judiciaire de ce pays, des ex-soldats de l'armée camerounaise se trouvent parmi les présumés membres de ce gang. Ils auraient déserté l'armée pour s'aimer la terreur dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au cœur de l'affaire, de fortes sommes d'argent extorquées au fil de leur sale besogne entre le Cameroun et le Togo. Je vous propose d'écouter à cet effet l'un des commandants togolais qui a mis la main sur ce gang de Camerounais qui s'aimait la terreur au Togo, en Afrique de l'Ouest. Le 25 avril dernier, ces malfrats, armés de 2 pistolets automatiques et à bord d'une voiture, ont pris en filature un homme d'affaires togolais qui était au volant de sa voiture de grosse cylindrée. Ils ont suivi ce dernier jusque dans l'enceinte du centre Saint-Jean de la Salle à Kakaveli, où ils ont pointé leurs armes sur lui et lui ont intimé l'ordre ferme de descendre de sa voiture. La DCPJ réussit à localiser les suspects lors de la perquisition de leur domicile. Les enquêteurs retrouvent et saisissent 2 pistolets automatiques, dont un de marque Tokarev avec son chargeur garni de 6 cartouches de calibre 9 mm. La poursuite des investigations nous a permis de savoir que le cerveau de la bande, le nommé Ntanga Clément Didier alias Tony, se disant homme d'affaires et revendeur de voitures, a reçu une avance de 36 millions de francs CFA d'un commandant de l'armée camerounaise en service à la présidence camerounaise pour livrer un véhicule de marque Mercedes G63 qu'il devait acheter au port de Cotonou. Tony contacte le nommé Oumarou Abo Fadil, sergent des forces armées camerounaises, pour que celui-ci lui trouve une arme pour sa sécurité durant le voyage. Le sergent Oumarou Abo Fadil, à son tour, contacte le soldat Essimbi Francis, magasinier d'armes de la brigade du quartier général de Yaoundé, qui accepte de soustraire du magasin le pistolet automatique de marque Tokarev. Ce pistolet sera loué à Tony pour un montant de 700 000 francs par semaine. Après 2 semaines, l'arme louée n'est pas rapportée et à la suite d'un contrôle, le soldat Essimbi Francis, ne pouvant pas justifier de l'absence de l'arme, est mis aux arrêts. Son complice, le sergent Oumarou Abo Fadil, qui avait déjà vendu un pistolet factice au sieur Tony, déserte l'armée avec son complice Eunjo Ele Serge, également sergent des forces armées camerounaises. Les 2 militaires se lancent à la poursuite de Tony afin de récupérer l'arme en question. Ils le rejoignent au Bénin et le trouvent en compagnie du nommé Kameni Kevin. Ce dernier réussit à les convaincre de venir au Togo pour commettre des braquages en ciblant une voiture, une Mercedes G63 ou tout autre véhicule de grosse cylindrée année 2018 ou 2019. Et vous avez suivi le commandant qui fait des précisions sur les circonstances de ce braquage au Togo concernant des militaires camerounais
Et les services compétents de l'armée camerounaise confirment l'existence de ces 2 déserteurs de l'armée. Et Simi Francis, accusé d'avoir fait disparaître une arme le 3 février 2020, a été déféré devant le tribunal militaire le 11 mars 2020. Le soldat Abo Oumarou, déserteur depuis le 23 mars 2020, est également poursuivi devant le tribunal militaire pour violation des consignes et désertion. Les services compétents de l'armée camerounaise suivent ce dossier depuis la disparition de l'arme à feu le 3 février 2020. C'est du moins ce qu'elles ont fait savoir à Equinox Télévision. Et le cerveau de ce gang a tenu à s'expliquer devant la télévision publique togolaise sur les motivations de ces braquages à Lomé, la capitale du Togo. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu au Togo, j'ai rencontré plusieurs responsables pour acheter des voitures. Je suis même en démarche, ils ont pris mes téléphones, ils ont pris la peine d'observer tout ce que se disait. Mais la pandémie nous a bloqués sur le territoire. Je tiens à souligner qu'on n'est jamais venu ici pour faire quoi que ce soit comme un mal. Mais on a été obligé à une situation, le coronavirus nous a bloqués sur place. On a eu une seule et mauvaise intention. On a tenté d'arracher l'argent au monsieur, ce qui n'était pas pour nous, quoi. Donc, hormis, on n'avait pas l'intention de l'arracher la voiture, de le faire quoi que ce soit. Parlons à présent des actions de l'Union camerounaise de brasserie, entreprise citoyenne, qui continue sans relâche de mettre en œuvre sa politique d'engagement auprès des populations en ces temps de crise sanitaire. C'est encore une fois de plus la distribution d'eau minérale qui est concernée, une initiative très bien accueillie par les populations des quartiers où l'accès à ce précieux liquide est difficile. L'eau minérale Madiba venant de l'Union camerounaise des brasseries mise à la disposition gracieusement auprès de ces populations. Reportage. Se laver les mains régulièrement avec du savon est l'une des mesures barrières phares des précautions à prendre pour se prémunir du Covid-19. L'Union camerounaise de brasserie UCB continue de jouer sa partition pour le respect des mesures gouvernementales visant à barrer la voie à la propagation du Covid-19 sur le sol camerounais. C'est ainsi qu'à travers une action citoyenne régulière et récurrente, UCB a entrepris de distribuer de l'eau minérale aux populations de différents quartiers de la ville de Douala. Cette initiative, surtout en ces moments de temps difficiles, avec la pandémie coronavirus, nous sommes juste en train de s'approvisionner pour une eau potable qui donne encore plus de courage et de force pour mieux juguler la pandémie. Et c'est une très bonne chose pour UCB. On sent que UCB est à côté des populations. Je tiens à remercier gracieusement l'UCB, Union camerounaise de brasserie, pour l'initiative prise concernant la distribution de l'eau dans tous les quartiers de Nouvelle, notamment le quartier Ngangué. Cette initiative, très bien accueillie par les populations, aidera les habitants à avoir une eau potable pour lutter contre les maladies hydriques. Cette initiative de UCB est extrêmement importante, d'autant plus que nous avons des zones enclavées dans notre quartier où il n'y a pas d'eau potable et où les gens puissent de l'eau dans les puits, ce qui vient fragiliser encore leur état de santé. Je voudrais dire merci, infiniment merci à la société Union camerounaise des brasseries pour cet acte citoyen. Donc, à travers ce geste, la société UCB continue par confirmer que c'est une société qui accorde beaucoup d'attention aux différentes populations au Cameroun. Il est à noter que les 4 citernes d'une contenance chacune de 25 000 litres d'eau minérale Madiba sillonnent sans relâche les artères des zones de la ville de Douala depuis plusieurs mois où l'accès à l'eau est difficile pour distribuer ce précieux liquide. Je remercie la société UCB pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Déjà avec l'eau qu'ils nous procurent pour laver les mains et boire et se laver aussi avec durant cette période de maladie. Nous sommes très contents, la population de Mamada vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait pour nous et que nous soyons protégés, comme depuis nous sommes protégés parce que nous buvons le Madiba
Je remercie la société UCB et je remercie aussi Madiba. Nous sommes fiers de voir UCB garé et nous distribuer. Donc nous sommes très fiers. C'est très gentil de le faire vraiment. C'est super de le faire. Et où dans quel quartier Mabanda? Nous sommes très ravis. Ce que vous faites vraiment, c'est une grâce. Et de voir faire comme ça dans un autre quartier, vraiment, ce quartier est béni parce que c'est tout le temps que vous nous distribuez de l'eau. Je tiens vraiment à les remercier et les encourager dans tout ce qu'ils font pour la population de Douala 5e, en particulier Bonanga. Donc vraiment un grand merci pour l'Union camerounaise de brasserie. Je suis comblé de joie. Vraiment, c'est pour la toute première fois que je vois ça, que tout le quartier est sorti, c'est ravitaillé en eau Madiba. L'Union camerounaise de brasserie, entreprise engagée dans le soutien à la lutte contre l'expansion du Covid-19 et plus généralement au soutien à ses concitoyens, continue ainsi son œuvre en augmentant les moyens mis à disposition et surtout les chaînes géographiques de couverture en faveur des zones où le stress hydrique est plus élevé qu'ailleurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. C'est une nouvelle reprise des cours pour le compte du 3e trimestre pour ce qui est des classes d'examen, mais c'est pas évident dans l'arrière-pays. Notamment dans le département du Mbamekime, là où vous avez rencontré plusieurs chefs d'établissements scolaires publics. Ils ont fait savoir qu'ils ne disposent d'aucun matériel pour faire face à cette pandémie du coronavirus et au risque élevé de contamination au Covid-19. Les infrastructures sont loin d'être prêtes pour accueillir les enfants pour cette rentrée du 3e trimestre. Le personnel enseignant lui-même n'a pas encore de matériel adéquat pour respecter les règles d'hygiène et les mesures barrières. Même préoccupation dans le département du Mungo et dans plusieurs localités situées dans la région de l'Ouest. Là-bas, syndicalistes et enseignants sont très inquiets. Les dispositions prises par le gouvernement sont loin de les rassurer. Tout le monde appréhende la rentrée du 3e trimestre prévue le 1er juin prochain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi. 20h.